J'arrête quand je veux, 95.2 ici et maintenant. Vous écoutez radio ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM. Où ça? Ici. Quand ça? Maintenant. Comment? Ici et maintenant. 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 Non, 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 ici et maintenant. Non, non, non. Voilà, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Alors, une petite information concernant le dernier travail de David Abbassi. Je présente mon dernier livre paru cette semaine au 10e salon de livres de la LICRA qui va être tenu le dimanche 21 mai, c'est-à-dire ce dimanche qui vient, hein, dimanche prochain, 21 mai, à partir de 14h, à la mairie de 5e arrondissement, juste en face de Panthéon, place de Panthéon, mairie de 5e, dans la grande salle. Il y a 77 écrivains français que vous le connaissez toutes et tous. Voilà, toutes et tous, vous le connaissez. L'entrée est libre pour tous les gens qui nous écoutent. Voilà. À partir de 14h, il y aurait dédicaces, il y aurait les écrivains que vous allez rencontrer, les personnalités, et également des débats. Là aussi, il y aurait des débats, mes chers amis, à partir de 14h, 14h30, place Panthéon, mairie de 5e. Alors, mon dernier livre de David Abbassi, intitulé « Quelques sujets tabous sur l'islam ». Quelques sujets tabous sur l'islam, c'est mon dernier livre, que je le présente dimanche prochain, mes chers amis. Vous êtes le bienvenu, vous pouvez venir, nombreux. Vous ne payez pas droit d'entrée, l'entrée est libre. Et comme ça, vous pouvez même rencontrer plusieurs d'autres écrivains, 77 écrivains français. Quelques sujets tabous sur l'islam. Parce que c'est vrai, les sujets tabous, ça existe partout, on ne nous dit pas. De temps en temps, ils ont peur de nous dire, de temps en temps, c'est nous qui nous avons peur de l'entendre. On a peur de l'entendre. Sujet tabou, qu'il soit religieux, politique, je ne sais pas quoi. Sujet tabou, voilà.
Et de l'autre côté, n'oubliez pas, mes chers amis, toujours on disait n'importe quel livre, n'importe quel bouquin, il mérite au moins d'être lu une fois. Une fois. Parce que c'est en lisant qu'on apprend des choses. C'est en lisant, surtout actuellement, comme j'étais informé, on ne lit pas beaucoup. C'est-à-dire, les gens, avant qu'on montait par exemple dans un parc, dans le métro, dans l'autobus, tu voyais les gens qui étaient en train de lire un journal, un bouquin, je ne sais pas quoi. Mais maintenant, ils sont avec leur smartphone, ou en train de jouer, ou en train de checker les emails, ou sur Facebook, cliquer j'aime, ou je ne sais pas quoi. Et les savoirs, apprendre, c'est affaibli. Ce n'est pas comme avant, c'est-à-dire maintenant, c'est seulement en titre. Comme de temps en temps le titre, on lit seulement le titre d'un bouquin. Après, en lisant le titre, on pense qu'on a tout appris. Comme de temps en temps certains amis, ils nous écoutent une minute, surtout la dernière phrase, et ils pensent qu'ils ont tout entendu selon ce que, par exemple, David il a dit. Vous savez, j'ai écrit 130 livres, environ 130 livres. Et quand vous tapez David Abbassi sur l'Internet, vous avez plusieurs milliers des émissions radio et de télévision, voilà. Bah, vous écoutez un mot, que vous n'aimez pas cet mot, ou un homme, que vous n'aimez pas cet homme ou cette personne, vous dites dans la vie, il faut être tolérant aussi. On ne peut pas être 100% d'accord avec quelqu'un. Et surtout, on est toujours contre les choses qu'on ne connaît pas. Les choses qu'on ne connaît pas. Alors, par contre, si on cherche, si on étudie, si on lit, lire, c'était mon grand plaisir depuis que j'étais petit à ce jour-là. Monsieur Bachir, bonjour. Bonjour David, bonjour tout le monde. Bon, là j'interviens, toujours par rapport à Macron. Bon, de toute façon pour votre livre, c'est super. En discuterons demain. Donc là ici et maintenant, concernant par rapport le projet de Macron réussira-t-il ou pas? Moi je suis pas là pour dire s'il va réussir ou pas, mais pour simplement signifier que les difficultés, quel que soit de toute façon le président qui est en France ou dans d'autres nations d'Europe, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'on est on est dans un problème, par exemple, la France, c'est vrai qu'il a eu son plein d'emploi. À un moment donné, après, il y a une dégradation, le chômage, la précarité, les salaires qui n'augmentent pas, l'augmentation des prix, tout ça. Et on est sous le joug d'un système mondial. Donc, où là, il faut, pour rattraper le coup, et c'est vrai qu'il faut jongler sur plusieurs manettes, à la fois la manette France, la manette Europe et la manette mondiale. Donc, c'est très, très difficile. Espérons qu'il va pouvoir réussir. Alors, effectivement, comme il a des relations au niveau des banques, il est possible qu'il ait des coups de main, parce que c'est vrai que les grosses difficultés au niveau mondial, c'est la gestion bancaire, la répartition de l'argent. Si
s'il a le bon œil vis-à-vis des banquiers, bon, il peut avoir des possibilités de s'accorder. Bon, avec l'euro, bon, c'est vrai que c'est pas évident si il faudrait parce qu'il y a plusieurs pays, il n'y a pas les mêmes assentiments des uns et des autres, entre autres Européens. Donc il y aura de graves difficultés, enfin, ce ne sera pas évident d'obtenir facilement ce qu'ils voudraient, parce qu'en plus il y a des mises en place des lois qui seront discutées, qui seront approuvées ou pas. Donc en fin de compte, il faut c'est la force qu'il a. Il faudra voir pendant un certain temps, attendre. Vous voyez, il vient il y a une période d'essai, donc on a tout le droit d'une période d'essai avant de dire bon ben ok, on t'embauche. Donc là pour l'instant il est en période d'essai. On va pas faut pas le virer avant qu'il commence à travailler, quoi. C'est ça que c'est ce que vous dites déjà. Et effectivement, ne pas se baser sur des a priori du passé, de ce qu'il est, avec qui il est en relation, parce qu'après c'est une question après des intentionnalités. L'intentionnalité, on peut avoir des intentions à une période de sa vie méchante et puis changer suite à un événement, changer d'attitude, de devenir gentil. Donc on n'est pas dans la tête des gens pour savoir. Donc ce sera par rapport aux actes que l'on verra. Est-ce qu'il est bienveillant ou malveillant? Voilà ce que je voulais dire. Donc, bravo, Monsieur Bachir. Bravo, vraiment. Bravo, vous avez bien dit, mais je vous fais un cadeau à vous et à tous nos auditeurs, surtout à l'occasion des propos de Monsieur Bachir. Vous savez, je suis désolé moi-même, je parle de moi-même. Hein. Moi-même, je devais être tellement con que penser, puisque Macron, il a travaillé quelque temps chez Rothschild, alors lui, c'est un banquier, c'est un défendeur du capitalisme mondial et des finances et tout ça. Ça, il faut être con, parce que comme je vous ai dit, il était dans plusieurs clubs, dans plusieurs centres, instituts et forums, associations de réflexion. Plusieurs activités il avait, même peut-être certaines choses que vous ne savez pas. Mais je vais vous promettre ça. C'est-à-dire, d'ici quelques mois, vous allez revenir, notez ça quelque part, et vous allez revenir pour témoigner, Bachir, que lui, dans ses projets, pourquoi il n'a pas donné ses programmes tout de suite? Il a traîné pour donner son programme au moment des élections. Alors, dans ses projets... il l'a donné dans voilà, les détails, s'il aurait donné, comme tu viens de dire, certains projets contre les banques, surtout, tu vas voir que lui, il serait un président contre les sociétés offshore. C'est-à-dire qu'il va réagir contre les attitudes de certaines banques françaises comme Société Générale, qui ont volé de la caisse de la France plusieurs milliards de dollars en allant dans d'autres pays. Et vous avez entendu Panama Papers. Oui, Macron et son gouvernement, soyez sûr et certain, David Abbassi vous dit, notez bien ça, d'ici quelques temps. Peut-être ça prendra du temps, 6 mois, 1 an, même peut-être 1 mois ou quelques semaines, mais vous allez voir, pendant 5 ans qu'il va être président, il va aller à la rencontre de ces banques voleurs, de ces banques qui détournent de l'argent, qui blanchissent l'argent, qui avec sécurité, le patron de Société Générale, il était allé devant le Sénat français. Il avait juré, il était sur le testament. Il a menti, et après des années, c'était découvert.
Même Gérard Larcher, le président du Sénat, il avait soutenu. Et quand on voulait leur ramener le procès dans les médias, dans les tribunaux et tout ça, ils ont empêché ça. Et vous allez voir, c'est seulement un seul exemple, un seul cadet que je vous donne ce soir, parce que vous ne savez pas des choses, vous venez de dire n'importe quoi. Non. Mais ce que Bachir il vient de dire, Moi, c'est je suis très dans intéressant. l'expectative, Bravo Bachir. Non, tu as dit quelque chose de très intéressant, puisqu'il n'a pas entré en acte. Mélenchon, il a fait une pétition contre Société Générale. Mais il n'a pas fait des actes que des autres sénateurs ils ont fait au Sénat, ou dans le Parlement, ou à droite ou à gauche. Et il faut faire des actes, il faut suivre après plusieurs centaines de milliers de gens, ils ont signé une pétition de Mélenchon contre Société Générale, mais après, je n'ai pas eu de nouvelles. Et c'est pour ça que vous allez voir le gouvernement de Emmanuel Macron et Edouard Philippe, ils vont entrer en guerre avec les banquiers voleurs, avec les banquiers qui ne respectent pas la République et le Trésor public français. Parce que quand ils font des tricheries comme ça, comme Panama Papers, ils volent de la caisse de la France et ils volent de ces maisons de finances, du ministère de la Finance. C'est des voleurs. Et vous allez voir, il va aller à la rencontre de ces gens-là, de ces instituts-là. Ce n'est pas seulement puisque pendant un certain temps, il était en train de travailler pour Rothschild, qu'il va être défendeur du capitalisme. Non. Il ne faut pas lui faire un procès d'intention vis-à-vis de fait qu'il ait travaillé dedans. Une secrétaire a travaillé dans une banque. A-t-elle des mauvaises intentions vis-à-vis des salariés Voilà. De toute façon, ce que je vois, bon, d'ici dans 5 ans, on verra si, par rapport justement au pouvoir de ce qu'il est en tant que président, de modifier des choses concernant la politique actuelle de la dégradation du pouvoir d'achat, de relever le niveau, de remettre en accord des intérêts communs au niveau de l'Europe et aussi de réguler une finance au niveau mondial. Ça on verra, parce que s'il y arrive, ok, et après c'est là qu'on verra si son impossibilité, là ce sera donc on verra bien que le système actuel de gouvernement de démocratie n'est pas possible et on verra des personnes comme Mélenchon qui veulent justement redevenir indépendants vis-à-vis de la France, ou d'autres personnes qui veulent sortir d'une tutelle européenne qui bloque, parce que déjà il y a la tutelle mondiale sur ajouter de la tutelle européenne dans les lois, donc ça va être difficile. Espérons qu'il réussira. Bon, d'ici 5 ans, est-ce qu'on aura oublié cette conversation aujourd'hui? Alors, Bachir, une question. Comment? Une question. Faudra la retracer. Oui. Merci. Et Bachir, oui. Une question. Est-ce que tu pouvais penser qu'il va choisir un Premier ministre comme Edouard Philippe? Tu étais étonné quand tu as entendu ça? Est-ce que tu étais étonné quand tu as entendu ça? Au niveau de toute façon, je ne sais pas, son entourage, je ne connais pas trop et les valeurs des personnes, tout ça au niveau politique. Bon, il y avait l'histoire de Bayrou. Bayrou, c'était sûr et certain qu'il ne n'était pas dans le coup. Mais la personne qui l'a choisi, on l'a pas vraiment vu trop médial. Bon, enfin, je ne me suis pas trop penché là-dessus, de toute façon. Donc, tu n'étais pas étonné de voir qu'il choisit un Premier ministre de parti de Sarkozy, de parti de Fillon? Oui, c'est qui ça? Il était porte-parole de Juppé et un membre de les Républicains de Sarkozy.
D'accord. Ah oui, c'est lui que vous dites le porte-parole de Juppé, tout ça. Ah oui, c'était un membre de monsieur le Premier ministre. Oui. Il était, il est toujours, il n'a pas encore démissionné les Républicains. Il n'a pas encore démissionné. Et surtout, Mais tout à l'heure, c'est quand même assez modeste, donc peut-être le porte-parole par rapport à Fillon, qui était moins... Non, de toute façon, quand c'est le parti qui gouverne, Bachir, qu'il soit Fillon ou Juppé, ça ne change pas grand-chose, parce que c'est le parti. Il y a le parti, il y a les principes, et la concurrence à l'intérieur, c'est autre chose. Mais quand c'est une partie qui va gouverner, il ne peut pas aller faire n'importe quoi, tu comprends? Qui était Juppé au Fillon, c'est la même chose. Hein. Il aurait pris le porte-parole de Fillon, ça aurait été la différence. Non, il avait choisi Juppé puisqu'il pensait que c'est Juppé qui va gagner. Hein. S'il savait que Juppé ne va pas gagner, il n'aurait pas choisi Juppé. Il était à côté de Juppé, il était juppéiste. Comme Valls, à l'époque, il était avec Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il pensait que c'est Strauss-Kahn qui va devenir président. Ça aussi, ce sont des choses que vous devez savoir et réfléchir. Mais Macron n'était pas comme ça. Macron, jamais il n'a pas pensé telle personne va devenir président. Non, je vais aller le voir, être à côté de lui. Comme Valls, ce qu'il fait, c'est très misère. Ce qu'il fait aujourd'hui, Valls, ce n'est pas dans le caractère d'un homme d'État, tu comprends? D'aller courir derrière Macron, qu'il détestait quand il était son ministre. Mais certains, il choisit avant chaque élection certains camps, puisqu'il pense que cette camp va gagner. Oui, de toute façon, il est toujours dans une réflexion, c'est macronique, c'est pas mécanique, comme on dit. Donc... Pardon, j'ai pas compris. Qui a beaucoup qui réfléchit beaucoup, et il a une vision très claire de ce qu'est la politique, les enjeux, le choix des personnes. Par rapport à une stratégie, il va choisir les gens, de toute façon. Hein. Voilà. Et pourquoi il a choisi, puisque tu ne le connais pas, tu ne peux pas me répondre. Hein, parce que c'était quelqu'un. Je vous laisse. Merci Bachir. Merci. Merci Bachir, c'était Bachir sur 95 FM, il reste encore quelques minutes. Si vous avez des choses à dire avant que je vous quitte, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20, vous êtes sur votre antenne radio ici maintenant, 95 FM, et n'oubliez pas, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, ici et maintenant.com. Et vous êtes invité dimanche prochain, à partir de 14h, 10e salon du livre de la LICRA, à la mairie de Paris 5e, place Panthéon, très joli. Et RER, métro, Luxembourg, vous venez à partir de 14h, vous n'êtes pas obligé quand vous venez d'acheter des bouquins, non, des livres, hein. Vous n'êtes pas obligé, non. Vous venez voir les écrivains, l'ambiance culturelle, voilà, et on va être ravis de vous rencontrer là-bas le dimanche 21, mes chers amis, à la mairie de 5e. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir Monsieur Abbassi et bonsoir les Charlie. Monsieur Abbassi, là, je voudrais parler du cas de Macron. Une petite information, là, vous êtes au courant là du temple qu'ils ont découvert, du temple dédié à Mitra, qu'ils ont découvert en Corse? C'est récent? Oui. Merci, non, je ne savais pas, c'est quand? Là, il y a à peu près 2 mois, là. Ah, 2 mois. Ah oui, c'est c'est vrai, c'est de 2 mois à la Corse. Dans les environs, je crois que c'est Luciana, la ville, ouais. C'est-à-dire près de l'aéroport.
Ah oui, Sébastien. c'est vrai, bravo, bravo. Vous savez, mitraïsme était partout en Europe. Même, il y a déjà Oui. 5 ans, on a trouvé un temple de Mitra à Angers. Oui, tout à fait. Ouais, Donc, ah. le dernier, c'est en Corse. Bah, donc, Je vais être ravi que vous nous informez un peu de plus. Voilà, nos auditeurs ne savent pas ça. Alors, parlez-nous de ce que vous savez concernant ces temples. Parce que vous savez, jusqu'au IVe siècle, la France, une grande partie de l'Europe, l'Allemagne, même l'Angleterre, une grande partie des pays, l'Europe de l'Est, était sous la règne de pensée de Mitra. Oui. C'est au 5e siècle que ça s'était renversé en faveur du christianisme. Là, c'est un temple qui serait du 2e siècle après Jésus-Christ. Ah, en plus, 2e siècle. Bravo, Oui. bravo. Alors, Mitra, comme vous le savez, c'était un de mes livres. Aussi, c'est Mitra, Dieu de la lumière. C'est un de mes livres en français. Vous savez, Mitra, c'était le premier pensée que la première civilisation humaine a été fondée à partir de pensées rationnelles de Mitra, Oui. en Mésopotamie. Il y a déjà 7000 ans. C'est pour ça qu'il y a un agenda mitraïque, que chaque année on le publie. C'est publié par David Abbassi. Il y a déjà 27 ans qu'on fait ça. Je ne suis pas astrologue, mais ça fait 27 ans que je fais cet agenda chaque année. Nous le publions. Nous sommes dans l'année 7039 mitraïque. Oui. C'est-à-dire, il y a déjà plus de 7000 ans qui est venu de Pamir. Pamir, actuellement, il est montagne de Pamir. Richard, il est en Tadjikistan actuellement. Il est descendu de montagne de Tadjikistan, de Pamir, et il a ramené, on peut dire, pensée rationnelle, et il a fondé première cité, c'est-à-dire la première vie en cité. C'était commencé avec lui, et après c'était élargi et créé le Mésopotamie. Ah oui, d'accord. Oui, puis après tout en découlé tous les sorts de la civilisation, quoi. Ah oui, vous voyez, regardez par exemple, vous voyez la Statue de la Liberté, ici, à Paris, devant, un peu loin de la Tour Eiffel, sur la Seine, vous voyez la Statue de la Liberté. Dans le 12e, là, oui. Et que celle de New York, c'était fabriquée par la France. Et on l'avait fait cadeau, la Statue de la Liberté à New York, c'est un cadeau de la France. Et ça, c'était par Barthélemy. C'était fait par quelqu'un, un Français, qui croyait en Mitra. Et il a fait à l'image de Mitra. C'était Statue de la Liberté, c'est Statue de Mitra. Exactement. Exactement la même chose. Je savais que c'était le sculpteur, c'est Bartholdi, mais je ne savais pas que c'était inspiré du cube de Mitra. C'est inspiré par le Mitra. Visage, c'est visage de Mitra. Exactement le même visage vous avez dans le musée de Londres, au nom de Mitra. Avec le soleil, soi-disant, sur sa tête. Et à la main, il a le livre d'Avesta. Et l'autre main, c'est le torche de Zarathustra. Et ça, c'était fait à l'image de Mitra. Et même, j'étais à Saarbrücken, en Allemagne, plusieurs fois. Vous savez, dans les montagnes de Saarbrücken, il y a des temples de Mitra actuellement, que même quand vous allez, vous trouvez les gens qui viennent allumer des bougies, des Germaniques, qui croient toujours en Mitra, et ils viennent là-bas. Ils ont cassé les statues de Mitra et tout ça, mais il y a certaines patata, mais c'est-à-dire en Allemagne également, comme à l'époque qui était ici en France, ce monsieur qui avait fait les statues de la liberté, les gens qui toujours pensent et pensaient à la Mitra et mitraïsme. Ah, d'accord. Bien. Là, je voudrais revenir maintenant au cas de Macron. Oui, monsieur Richard, on vous écoute. Donc, quand on regarde son parcours, c'est un homme ce personnage qui est quand même une baraka exceptionnelle. Parce que déjà dans sa vie privée, oser à 16 ans déclarer sa flamme à une femme de 25 ans plus vieille, et puis qu'il l'envoie promener, enfin que sa professeure l'envoie promener, les parents le déplacent, l'envoient dans un autre lycée Henri IV, et puis il finit par l'épouser, quoi. Disons, comme il avait promis, il a dit je reviendrai, je vous épouserai. Bon, ça c'est
c'est dans le privé, donc ça n'intéresse pas les Français. Par contre, je voudrais revenir à sa réussite politique. Vous savez qui a été l'artisan de sa réussite en fin de compte? Qui, Richard? Parce que l'aura qu'il a obtenu, c'est en tant que ministre de l'économie. Parce qu'avant, personne, il était peut-être un gars sympathique pour Attali, mais je veux dire, vis-à-vis de l'opinion, il ne représentait rien. Sinon plus, c'est un conseiller d'Hollande, et bon. Mais qu'est-ce qui a mis, en fin de compte, qui a provoqué son destin? Et malgré, à l'encontre de ses intentions, c'est en fin de compte, c'est Montebourg. Montebourg qui a voulu jouer les opposants à Hollande en visant la présidentielle, donc a voulu faire montre d'ambition politique. Vous souvenez-vous de sa cuvée du redressement au moment à la fête de la Rose, pour narguer Hollande, pour se montrer en opposant, et se lui est tombé sur la figure puisque Hollande l'a viré. Et Montebourg viré, qu'est-ce qui est rentré en tant que ministre d'économie? C'est Macron. Et donc il y a eu l'aura ministérielle, et en plus ministre de l'économie, donc c'est effectivement une aura exceptionnelle. C'est un petit peu le cas de Giscard, qui était ministre de l'économie, qui n'avait rien fait d'autre, de Gaulle et puis de Pompidou, et qui a été président ensuite sur son parcours. Bon, et par contre, Montebourg, ça lui est tombé sur la figure. Il a voulu se montrer en opposant, un peu comme Sarkozy avait fait vis-à-vis de Chirac, pour préparer les élections de 2017. Et en fin de compte, ses ambitions ont été ratiboisées, et ça a profité, ça a mis le pied à l'étrier dans la sphère ministérielle à Macron. Et puis après, plus rien l'a arrêté, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Mais en fin de compte, c'est Montebourg qui au-delà de ses propres ambitions, a favorisé le destin de Macron. Hamon, après, a suivi Montebourg par amitié. Il a démissionné, Montebourg. Mais Hollande a viré Montebourg. Et de là, Macron, l'irrésistible ascension a été la pleine réussite, quoi, voilà. Vous êtes d'accord avec moi pour ça? C'est-à-dire, Montebourg, c'était hasard, mais... Attendez, je vous entends mal. Arnaud de Montebourg, c'était par hasard qu'il a quitté son ministère. C'était président François Hollande qui a donné l'occasion à Emmanuel Macron. Et c'est François Hollande qui avait sympathie envers Macron, pas Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, lui, il voulait rester, être un opposant dedans, je ne sais pas quoi, en pensant qu'il va gagner les élections présidentielles. Mais lui, c'est par hasard. Il part et la place va être prise par Macron. Et c'est Hollande qui le fait entrer dans le gouvernement. C'est Hollande qui propose à Valls de prendre ce monsieur-là comme ministre de l'économie numérique et tout ça. C'est-à-dire, ce n'est pas Arnaud Montebourg qui avait envie que Macron prenne sa place, mon cher ami Richard. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez ? Son ambition personnelle en préparant 2017, et le cas le plus flagrant, c'est se montrer en opposition par rapport à une certaine politique pour arriver après à recueillir tous les suffrages au moment de l'élection présidentielle. Voilà, et en fin de compte, c'était à pétard mouillé, ça lui est retombé sur la tête à Montebourg, ouais. et Hollande l'a viré. Voilà. Il pensait à sa promotion lui-même. Oui. Ah, voilà, oui. Oui, mais s'il n'avait pas fait ça, Macron ne rentrait pas au gouvernement. Ah, s'il ne ferait pas ça, de toute façon, Hollande, il aurait le placé dans un autre ministère comme l'intérieur. Oui, mais moins prestigieux. Oui. Mais non, il aurait placé un autre ministère. Oui, mais moins prestigieux. Quelqu'un qui est ministre de l'économie, il a le savoir-faire, il a la science infuse, il a tout. C'est le tas Giscard, quoi. Merci, Richard, surtout pour votre information concernant le Mitra. Alors, voilà. Merci, Richard. Merci, bonne soirée, monsieur. Merci, mon cher ami. Merci, bonne soirée. Merci, Richard, pour l'information de Mitra, le temple de Mitra. Mes chers amis, alors, le dimanche 21 mai, 10e salon de livre de la LICRA, 77 écrivains
vont présenter leur dernier livre. David Abbassi sera parmi avec son dernier livre, Quelques sujets tabous sur l'islam. Venez nombreux, vous êtes invités, il n'y a pas de droit d'entrée, entrée libre. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres. Mais vous allez voir beaucoup des écrivains, vous pouvez parler avec beaucoup de gens qui vous venez citer leur nom ici à droite à gauche. Alors le dimanche, vous pouvez dialoguer face à face. Je vous embrasse toutes et tous et restez à l'écoute de votre radio ici et maintenant. Je vous embrasse toutes et tous. Merci de votre intelligence, de votre sympathie, et de votre conscience et de votre respect pour l'autre, mes chers amis. Que la paix règne dans le monde et l'amour, et nous soyons toujours positifs. Bonsoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions